Donc bonjour et bienvenue à cet atelier consacré aux captives, un sujet ô combien d'actualité. Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse de modérer nos échanges. Alors, comment dire, j'ai fait quelques recherches et le sujet des captives, je ne sais pas si vous le saviez, a donné lieu à un très grand nombre de films. Alors, je vous invite à aller voir. Vous allez réaliser, Brigitte, un peu étonnée de tous les registres. J'ai fait une sélection très sobre, hein, mais je vous invite à aller voir. N'hésitez pas, Brigitte s'étouffe. Pour être plus sérieux, on va parler des captives. Hein, et commencer par dresser un panorama des captives d'assurance et de réassurance qui ont été mises en place par les groupes français. Et ceci notamment grâce à Éric Lemercier, qui est en charge des solutions alternatives et donc des captives chez SCOR. Bonjour Éric. Nous entrerons dans le détail de deux exemples de captives établies en France. Alors l'une est établie de longue date. Il s'agit de la captive du groupe Orano. Nous verrons ça en compagnie d'Emmanuel Laugier. Bonjour à tous et à toutes. Une captive beaucoup plus récente. En effet, le groupe SEB a créé sa captive en 2021 et Anne-Claire Péchou nous en parlera. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Il y a bien sûr d'importantes questions sur le cadre, l'évolution du cadre français des captives. Et je compte bien sûr sur Martin Landais. Bonjour Martin, vous êtes juste au bon moment. Merci Martin, bonjour. Je compte donc sur Martin Landais, chef du bureau entreprise et intermédiaire d'assurance au ministère de l'économie, des finances et de la relance, pour nous expliquer tout ça. Et bien sûr Brigitte Boucaud, ancienne présidente de l'AMRAI, que vous connaissez tous très bien, administratrice des captives du groupe Thales et qui a énormément travaillé sur le sujet des captives au cours des 2-3 dernières années. Voilà. Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On a 1h30 devant nous, beaucoup de choses à traiter, mais j'essaierai de prendre un certain nombre de questions. Donc, voilà, je vous solliciterai de temps en temps, mais sinon, vous me faites signe, je viendrai vers vous. Et pour commencer dans le vif du sujet, je vais me tourner vers Brigitte. Alors, je pense que si vous êtes là, ce n'est pas complètement par hasard. Pour autant, je trouve que c'est toujours bien de reposer les bases de notre débat. Et donc, Brigitte, est-ce que je peux vous demander de nous définir rapidement ce qu'est une captive et une captive de réassurance, captive d'assurance, captive de réassurance, de quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Donc, effectivement, vous m'entendez? C'est bien? Donc, effectivement, le mot captive a une connotation orientale, si ce n'est... bon, je ne sais pas que dire. C'est captif par opposition à extérieur par rapport à externe. Captive égale interne. Et donc l'idée d'une captive, c'est d'avoir, pour des groupes de sociétés, une filiale qui est un assureur ou un réassureur, entre guillemets, comme les autres au sens de la régulation. Hein, c'est-à-dire qui... vous savez tous que l'industrie de l'assurance est régulée, en particulier en Europe, mais aussi dans tous les pays. C'est une industrie presque régalienne. Voilà. Donc, une captive d'assurance ou de réassurance. Alors d'abord, de réassurance. Le réassureur est celui qui apporte du capital à un assureur qu'on peut appeler un primo-assureur ou un assureur fronteur, qui va, lui, apporter effectivement des indemnités face à un sinistre, mais aussi tout un ensemble de services opérationnels pour tarifer le risque, déployer un programme international, gérer des sinistres, évaluer la prévention, etc. Donc le réassureur est beaucoup plus financier que l'assureur qui accompagne de manière opérationnelle son assuré. Bon, les captifs de réassurance ont été initiés, enfin pour la faire courte, par des grands industriels anglo-saxons qui considéraient qu'à un certain moment, il était plus utile, il était plus intelligent de gérer par eux-mêmes leur risque de fréquence plutôt que de le transférer à des... Je dirais enfin, d'en supporter les coûts en capital plutôt que de le laisser sur le capital des assureurs. Hein. Voilà. Donc la finalité d'une captive, c'est que c'est un assureur comme les autres, mais pas tout à fait, parce qu'elle est dédiée à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient.
Donc en fait, elle ne fait pas courir, je dirais, elle pratique la mutualisation à l'intérieur d'un ensemble économique cohérent, qui est un groupe ou une société, et qui partage finalement les mêmes risques. Voilà. Et c'est là où c'est une très grosse différence par rapport à un assureur du marché qui, lui, va s'adresser à des assurés très différents. Donc une captive est un peu moins, je dirais, vis-à-vis du régulateur, systémique qu'un assureur ou un réassureur du marché. J'ai oublié de définir la captive d'assurance, mais comme j'avais défini le réassureur versus l'assureur, au fond, la captive d'assurance, c'est l'assureur direct, assureur fronteur. Quand vous, en tant qu'entreprise, vous avez un risque qui est un peu original ou un peu différent, pour lequel vous ne trouvez pas d'assureur. Hein, et ça existe, hein, on le verra non plus. Voilà. Donc, je disais que c'était un sujet d'actualité. Alors, si je vous donne un mot, Anne-Claire, pourquoi c'est un sujet d'actualité ? Effectivement, c'est un sujet d'actualité depuis 1 an ou 2, ce qui correspond, on peut le dire, c'est bon, on entend, il faut parler près. Oui, depuis 1 an ou 2, ce qui correspond au retournement, au durcissement du marché de l'assurance, qui fait que pour un certain nombre d'assurés, les renouvellements sont devenus de plus en plus difficiles, avec non seulement des hausses de primes significatives, mais aussi une diminution des capacités, une dégradation des franchises, qui fait que certaines sociétés se disent qu'il faut penser à une solution alternative, essayer de prendre son destin en main et essayer de trouver, une autre solution pour financer ce risque-là. En tout cas, ça a été la démarche chez SEB. On y reviendra en détail, Anne-Claire, avec plaisir. Okay. Brigitte, vous voulez compléter sur l'actualité du sujet ? Alors, oui, je peux compléter. Je ne voudrais pas vous assommer. Si jamais il y a une question de compréhension. Si vous voulez, le sujet des captives est éminemment stratégique dans la façon dont il permet à l'entreprise de garder son destin en termes de coût du programme d'assurance, hein, puisque quelque part, elle pèse sur la tarification en montrant qu'elle a confiance dans son risque et qu'elle y engage des politiques de prévention. Elle permet d'entraîner une tarification de la part des assureurs et qui vont faire son programme, je dirais, beaucoup plus structuré. Et de ce fait-là, elle permet aux assureurs d'apporter leur capital essentiellement sur des scénarios de risque qui sont ceux qui les intéressent. Elle permet de nettoyer le contrat de scénarios de risque qui n'intéressent pas les assureurs et qui vont rester dans la captive et dans le capital de l'entreprise. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je fais un peu du concept, c'est que on a quand même vécu depuis la Covid-19 une situation où on a tous pris conscience que l'assurabilité de certains risques était de plus en plus complexe. Hein. La perte d'exploitation sans dommage, pour ne citer que ça, le cyber et aussi les risques climatiques qui commencent un peu à poindre sur nos matrices. Et donc, au fond, face à ces risques qui sont beaucoup plus systémiques, qui font peur aux régulateurs, pour lesquels on n'a pas toujours les données, pour lesquels les assureurs ont de moins en moins d'appétit, le fait qu'une entreprise est une captive lui permet de commencer à structurer dans le temps une démarche qui est d'allouer du capital à une meilleure prévention de ces risques et à un meilleur traitement pour financer leur impact. Voilà. Et donc, on voit bien les deux facettes du sujet. Un sujet coût du risque direct dans le contexte actuel et un sujet plus stratégique qui est de débloquer le marché de l'assurance sur des risques qui, sans les captifs, sans la démarche que ferait l'entreprise, resteraient totalement maltraités par le marché de l'assurance. Voilà. Merci Brigitte. Alors je parlais d'un panorama des captives et Éric Lemercier chez SCOR, je me tourne vers vous. En plus, vous avez fait une étude sur les captifs des groupes français.
Racontez-nous ça. Oui, merci Cécile. Effectivement, nous nous sommes penchés sur les captives pour essayer d'avoir une approche factuelle des captives pour voir quelles étaient les forces en présence. Alors, on s'est intéressé à ce que sont les captives. Les captives, aujourd'hui, on parle d'environ 6000 entreprises captives dans le monde. C'est un nombre assez important. Ça représente pas loin de 200 milliards de dollars de primes, donc c'est effectivement un poids non négligeable. Et où sont situées ces captives? Historiquement, on a 2 domiciles qui dominent. Les Bermudes, avec à peu près 700 captives. Les îles Caïmans, 600 captives, 650 captives. Donc, effectivement, comme disait Brigitte, c'est à l'origine un dispositif utilisé par les entreprises anglo-saxonnes. Aujourd'hui, le 3e domicile, c'est l'État américain du Vermont, environ 600 captives. Et quand on se penche sur ce que font les Américains ont massivement redomicilié les captives. Aujourd'hui, on a près de 3000 captives aux États-Unis. On a près de 3000 captives aux États-Unis, avec des États qui se livrent, on peut le dire, à une concurrence entre eux, avec des incitations fiscales pour attirer les captives. En Europe, en revanche, on est un peu moins équipé. On a environ 800 captives sur l'Europe au sens large. Si on regarde l'Union européenne, stricto sensu, on dénombre pas loin de 350 captives. Ça, c'est un peu le panorama. L'évolution du nombre de captives, le nombre de captives, étonnamment, quand on regarde sur ces dernières années, il est stable. Le nombre est stable. Alors ça cache 2 phénomènes qui se compensent. Il y a une forte croissance du nombre de nouvelles captives, donc un taux de création assez élevé. Et ça répond à ce phénomène que tu décris, où les entreprises doivent prendre leur destin en main, décident d'être autonomes, partent pour une solution alternative, se lancent dans la création. Ce phénomène est compensé par les fermetures de captives. Alors, quelle est l'origine de fermetures de captives? Ce sont les M&A. Dans le secteur industriel, ces dernières années, il y a une forte activité fusion-acquisition. Eric a dit les M&A, c'est-à-dire les mouvements de fusion-acquisition. Et ces fusions-acquisitions entraînent forcément des rationalisations, et les dispositifs captifs sont également l'objet de rationalisation. Donc on obtient un nombre de captives relativement stable. Après, si on s'intéresse aux sujets qui gravitent autour des captives, nous, en tant que réassureurs, les 2 sujets que nous avons rencontrés le plus fréquemment dans nos discussions, ce sont le cyber et la D&O. Le risque cyber, c'est une réalité pour nous. Il est présent dans les captives. Quand on reçoit des dossiers de réassurance de captives, très souvent, il y a du risque cyber. Donc, on peut constater qu'effectivement, les captives se sont emparés du sujet et les industriels cèdent ou gèrent du risque cyber à travers leurs captives. Ça n'est pas encore le cas pour la D&O, mais la D&O, vous le savez très bien, il y a une difficulté avec la side A le volet side A des garanties D&O qui peut très difficilement être cédé à des captives. Soit dit en passant, aux États-Unis, il y a le régulateur du Delaware qui envisage la création d'une licence spécifique pour le risque D&O side A. On aura peut-être des évolutions à venir. Eric, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le profil des groupes qui ont créé ces captives? Alors, le profil est on a deux grands groupes. Le secteur financier, avec, pour de bonnes ou mauvaises raisons, une forte présence sur les domiciles qu'on appellerait offshore, et le secteur industriel, ce qui est très vrai quand on regarde l'Europe. Quand on regarde l'Europe et l'Europe continentale, l'essentiel des captives sont des captives issues du secteur manufacturier, secteur industriel, avec une montée en puissance ou une croissance ces derniers temps du secteur médias, télécom, un peu en Europe, beaucoup aux États-Unis. Après, si on regarde dans le détail, nous, on s'est intéressé aux entreprises européennes. On s'est intéressé aux entreprises européennes parce que, surtout au sein de l'Union européenne, il y a une obligation de publication d'un rapport dit SFCR. Donc, toute entreprise d'assurance ou réassurance doit publier un rapport SFCR annuellement. Et on a essayé de collecter ces rapports.
Nous avons identifié 300 captives sur le territoire européen. Sur ces 300 captives, nous avons réussi à récupérer 187 rapports SFCR. On a publié une étude au mois de novembre, vous la trouverez sur le site de la SCORE. Sur ces 187, on a 51 captives qui sont contrôlées par des groupes français. On n'a pas réussi à récupérer les SFCR des quelques entreprises établies en France, mais on a 51 captives. Ce qui fait de la France le premier bataillon européen, avec à peu près 27% de notre échantillon de captives, devant l'Allemagne. L'Allemagne est un peu en dessous, avec 21%. En regardant cet échantillon européen, on a aussi noté deux autres particularités. Les Suédois ont déjà redomicilié leurs captives sur le sol suédois, et les Américains, pour des raisons fiscales, à 91%, ont domicilié leurs captives européennes en Irlande. Ensuite, en termes de domicile, le Luxembourg est de loin le principal domicile européen, avec plus de 60% des captives. À noter que les groupes français, à 80%, ont établi leurs captives au Luxembourg. Donc les Français ont une forte préférence pour le Luxembourg. On s'est aussi intéressé au profil de ces captives. On s'est intéressé au profil des captives. Et quand on regarde les captives issues de groupes français, on a une prime moyenne annuelle qui est de l'ordre de 22 millions. On a, ce qui est relativement élevé, on a une prime médiane, quand on regarde la médiane, qui est plus basse, à 8,5 millions. La moyenne est tirée par le haut en raison de la présence de quelques captives de taille très, très, très large. En volume, les captives de groupes français que l'on a identifiées, c'est plus de 1 milliard de primes par an. Ces captives, ensuite, elles sont à 24% monobranches. Donc il y a un nombre important de captives qui sont monobranches, ce qui veut dire que 76% des captives sont multibranches, et donc qui ont une activité très développée, très structurée. Les branches les plus représentées, sans surprise, dommage aux biens, responsabilité civile, de loin, avec chez les Français un peu plus de responsabilité civile que parmi les Européens. Difficile d'identifier pourquoi. Et puis également une petite particularité, la perte pécuniaire. Les Français aiment bien la perte pécuniaire. Même si les montants ne sont pas très élevés, les groupes français aiment bien cette branche. Excusez-moi, puisque vous êtes dans les chiffres, est-ce que vous avez la moyenne des ratios de solvabilité de ces captives ? Alors, j'ai les ratios de solvabilité. Il y a un document complémentaire qu'on vous enverra après, assez détaillé. Mais... J'ai les ratios de solvabilité. Les Français sont un petit peu moins capitalisés que les Européens. Et dans le document qui sera disponible, vous aurez le détail par seuil. Donc on est un petit peu moins capitalisé, mais pas beaucoup moins. C'est en moyenne... Alors, je l'ai noté, en moyenne, 52-53 millions de fonds propres, 10 fonds propres Solva 2 pour une captive d'un groupe français. La moyenne européenne est à 65 millions, donc on est un peu en dessous. Ça, c'est la moyenne. La médiane est à 27,5 millions, avec en Europe 31 millions. Ça représente pour les captives françaises 2,7 milliards. Donc ça, c'est 2,7 milliards de capitaux qui sont hors de France, puisqu'on n'a pas identifié les SFCR français. Et en total d'actifs, ces captives françaises, c'est 5,4 milliards qui sont hors de France. Martin Landais, peut-être en complément, est-ce que vous avez, puisqu'on est dans les chiffres aussi, ou des éléments, voilà, vous avez peut-être un regard sur le marché un peu différent, puisque Éric Lemercier disait que tous les documents n'étaient pas accessibles. Qu'est-ce que vous savez qu'on ne sait pas ? Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais. Il faut juste être prêt. Je vais essayer d'être encore plus près. J'ai pas de contrepoint à apporter à ce que vient de dire Éric, puisque enfin, voilà, ces chiffres, on les partage, et c'est ce qui nourrit aussi la réflexion du gouvernement, dans la mesure où, effectivement, comme l'a dit Éric, plus de 50 entreprises françaises ont des captives, et que, en fait, en France, les captives de réassurance, elles sont au nombre de 7.
vous voyez qu'il y a la possibilité de mieux faire. Et donc, l'objectif, c'est bien de réfléchir là-dessus, et je crois qu'on y reviendra après. Donc, peut-être juste sur le panorama existant, sur les 7 captifs de réassurance françaises, ce qu'on note, c'est que il y a eu des créations récentes, donc c'est plutôt positif. Il y en a eu 2, donc Seb. Voilà, mais quand on n'est que 7, ça permet que tout de suite les ratios d'augmentation soient très très forts. On a un quart du marché à notre table. On peut aussi le présenter comme ça. Exactement. Et on sent un frémissement aussi, puisqu'on est évidemment en lien étroit avec la CPR sur ces sujets, on sent un frémissement et plusieurs dossiers, plusieurs entreprises qui réfléchissent à s'implanter en France. On a évoqué 1 milliard de primes, je crois, pour les entreprises françaises. Pour les captifs de réassurance en France, l'ordre de grandeur, c'est 10 fois moins. Donc on est aux alentours de 100 millions de primes. Et quand on compare ce montant donc, à 1 milliard et puis aussi au chiffre d'affaires cumulé des réassureurs français hors captive, qui est de 10 milliards, plus de 10 milliards, donc 100 fois supérieur, et à celui de l'activité réassurance des assureurs, qui est de 14 milliards, on voit qu'on est quand même très, très en deçà, ce qui n'est pas étonnant, mais peut-être trop en deçà de ce qui pourrait être fait pour développer le marché. Un dernier point sur le champ des risques couverts. De notre compréhension, dans les captives de réassurance françaises, il n'y a pas de différence majeure avec les risques couverts au Luxembourg notamment. Et on est essentiellement sur du dommage aux biens et de la responsabilité civile générale, avec peut-être une spécificité sur le transport pour ce qui concerne les captives en France. Voilà. Juste un dernier point un peu cliché. Il reste beaucoup de captifs de groupes français dans des, vous disiez, exotiques. Quand on dit exotique, on pense offshore. On pense aux Bermudes. On a certainement encore des entreprises françaises qui ont des captives aux Bermudes. Alors, de notre point de vue, pas par volonté de créer une captive aux Bermudes, mais plus par héritage via les fusions-acquisitions. Lorsqu'une entreprise française acquiert une entreprise étrangère, anglo-saxonne, bien souvent l'entreprise anglo-saxonne aura une captive aux Bermudes et on a vu de nombreux de nos clients essayer de fermer leur captive bermudienne. Alors, on va continuer sur les clichés. Peut-être, Martin, un autre cliché. Est-ce que c'est ta vocation fiscale ? Si je dis absolument pas, je ne vais pas être totalement crédible, je pense. Ça fait partie de l'équation générale, mais pour nous, c'est clairement pas ça n'épuise pas du tout la question. Et on voit que le fait qu'il y ait des frémissements en France sur la création de captives, alors, je pense que c'est en partie lié aux réflexions qui ont été rendues publiques de la part du gouvernement sur la création d'un régime de provisionnement favorable aux captives, mais je ne crois pas que ce soit seulement le cas. Il y a plus généralement une prise de conscience, mais ça je parle sous le contrôle de mes collègues, une prise de conscience de l'importance de localiser son risque et sa maîtrise chez soi, plus que dans des juridictions. Alors certes, en Europe, c'est peut-être moins prégnant, mais quand même, ça joue. Et puis aussi dans la constitution et c'est ce que disait Brigitte, d'une politique de prévention du risque, de meilleure gestion du risque. La captive a vraiment un sens au-delà du régime fiscal. Voilà. Après, évidemment, le régime fiscal, ça participe de l'équilibre général, et c'est le point central finalement, c'est une captive, ça ne gère que les risques de son groupe, ça ne peut mutualiser que dans le temps. Et donc une fois qu'on a dit ça, on voit que la seule manière de mutualiser dans le temps, c'est de se donner une poire pour la soif qui soit suffisamment de longue durée. Brigitte, vous vouliez réagir ? Oui, moi je voulais réagir parce que on assiste vraiment à un changement d'état d'esprit sur ces outils. Hein, je ne sais pas quelles sont vos origines, vous tous dans la salle, si c'est la première fois que vous entendez parler des captives, si au contraire vous en avez une. Voilà, donc on essaye de donner des choses très générales, mais
j'ai connu, quand j'étais toute petite, le groupe auquel j'appartenais a créé une captive sur recommandation de son actionnaire pratiquement pour des raisons fiscales. Ça, c'était avant les années 2000, vous voyez. C'était, tiens, voilà, les pétroliers américains font ça, il faut qu'on fasse la même chose. Et c'est chouette parce qu'on va un peu optimiser fiscalement et ça ne coûte pas grand-chose. On ne parlait pas du tout de risk management, on ne parlait pas de risque systémique, on parlait économie de prime et puis voilà, optimisation fiscale. Voilà, ça c'était 97, vous voyez, 96. Hein. Quand vous voyez le chemin parcouru aujourd'hui avec, je dirais, le rapatriement aux États-Unis des grosses captives, enfin, le sujet de la prévention des risques et de leur assurance, c'est un sujet de souveraineté. Et donc, progressivement, tous les états d'esprit ont changé. Et les États, comme les entreprises, prennent conscience qu'on peut avoir des chocs, on peut avoir de la volatilité, que nos actionnaires n'aiment pas trop ça, que c'est pas bon non plus pour les emplois d'avoir des pertes comme ça, et que progressivement, on est rentré dans une démarche de risk management, en particulier pour les sociétés cotées, de développement des cartographies des risques, de mesures, de rapports sur nos politiques de prévention des risques, de rapports sur notre bonne assurance. Hein, quand on est coté, si on dit qu'on n'est pas couvert sur un risque, ça soit. Et vous voyez, tout ce cheminement a fait que les captifs sont devenus beaucoup plus stratégiques, vus par les directions générales et les risk managers. Et là-dessus est venu aussi se rajouter la question sociétale de la lutte contre l'érosion fiscale. Hein, il y a deux grands sujets qui animent la société, lutte contre la corruption, lutte contre l'érosion fiscale, les paradis fiscaux. Et on aurait pu dire, ah ben voilà, les captifs, c'est des coquilles vides, pouf, tout ça à la poubelle. Eh bien non, en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était avant tout un outil de risk management, et un outil de prévention, et un outil qui permettait de travailler en partenariat avec les assureurs, de faire levier. Et ça, franchement, en tout cas, moi, je l'ai vu de mes yeux, on va dire, entre 2015 et alors le Covid a été le paroxysme du truc. Hein, voilà. Alors justement, on va prendre des exemples. Emmanuel Logier, racontez-nous un peu l'histoire de votre captive. Alors, vous n'étiez pas né, je sais. Mais... C'est gentil. Alors, racontez-nous un petit peu d'historique et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec cette captive. Ça marche. Donc en fait, vous m'entendez là? Ouais. Orano, alors peut-être ça ne parle pas beaucoup dans la salle, le nom Orano, puisqu'en fait, comme le disait le Premier ministre Édouard Philippe hier en plénière, donc Areva a changé de nom, enfin c'est pas tout à fait le cas, mais Areva a subi une restructuration donc, en 2017, et donc c'est séparé en 3 entités, donc Areva SA qui existe toujours et qui a terminé le PR finlandais, qui a démarré, donc je le précise aussi, j'en profite. Orano qui est donc l'entreprise en charge du cycle du combustible nucléaire, depuis donc, les mines et le retraitement, l'enrichissement, donc vraiment tout le cycle de l'uranium. Et Framatome, qui est aujourd'hui une société donc, qui est en charge de la construction des centrales et qui a été rachetée par EDF. Donc effectivement, Orano Assurance et Réassurance, c'est une société qui est l'héritage un petit peu de l'histoire de ces 3 entreprises, puisqu'en fait à l'origine c'était des captifs qui avaient été créés par Framatome dans les années 90, dans le cadre de la construction du parc nucléaire français, et qui était essentiellement basé au Luxembourg. Et en fait, donc l'entreprise qui s'appelait Frarea a été vraiment mise en œuvre et agréée en 1999 en France, sur la base d'activités de réassurance uniquement au départ. Et ensuite, petit à petit, donc, toutes les structures luxembourgeoises ont été fermées et donc la structure française a repris par transfert de portefeuille notamment les activités de souscription. Frarea avait demandé également des agréments en assurance directe en 2003. Et donc depuis lors, en fait, c'est une société qui fait de l'assurance directe et de la réassurance pour le compte du groupe auquel elle appartient, c'est-à-dire qu'elle n'assure que des risques du groupe. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, Orano Assurance et Réassurance est une société anonyme qui appartient donc à Orano SA, qui est la holding de tête du groupe Orano. C'est une société qui est consolidée, qui est basée en France.
Quelques chiffres ? Quelques chiffres, tout à fait. Donc, un pied de bilan 31-12-2021 de 123 millions d'euros. L'encaissement 2021, quasiment 4 millions. Donc, on est en dessous des chiffres des moyennes, des médianes que l'on citait tout à l'heure. Un ratio de couverture du SCR de plus de 160% au 31-12, selon les derniers ORSA. Sur les primes, on est à peu près à 50% en assurance directe et en 50% en réassurance sur la répartition. C'est à peu près stable dans le temps. Même si, in fine, on avait tendance plutôt à être plus important en assurance directe, quand même, je tiens à le faire. Donc nous, on a cette particularité d'avoir les deux. On ne fait pas que de la réassurance. Je dirais que on parlait tout à l'heure du hard market et un petit peu des conditions difficiles et du retrait des assureurs. Et le nucléaire, il est vrai que c'est une branche d'assurance qui est compliquée puisqu'il n'y a pas de marché concurrentiel comme on peut l'avoir sur des risques conventionnels. Les assureurs se sont organisés depuis le lancement du nucléaire civil en pool, c'est-à-dire que vous avez un acteur national par pays qui délivre les conditions et la capacité d'assurance. Donc les opérateurs nucléaires, que ce soit pour le cycle du combustible ou pour les électriciens, se sont organisés, je dirais, un peu comme sur la base des pétroliers qui avaient créé des mutuelles. Il y a eu des mutuelles de créer d'abord aux États-Unis, ça vient toujours des États-Unis, puis en Europe. Et puis effectivement des captifs, puisque l'ensemble du panel, pour pouvoir essayer d'apporter, je dirais, des solutions et à un coût compétitif, nécessitait vraiment d'utiliser tous les leviers à la disposition des entreprises. Un mot peut-être sur la gouvernance. Alors, donc, comme le rappelait Brigitte, on est une société d'assurance qui est soumise aux mêmes règles que les assureurs établis en Europe, c'est-à-dire que notamment c'est la dernière en date, c'est Solvabilité 2 qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2016, qui impose un certain nombre de prérequis, tant d'un point de vue gouvernance que d'un point de vue également reporting et conformité. Donc, donc c'est une société qui n'a pas de salariés, donc c'est important de le dire. On n'a pas de salariés, on utilise les services d'un gestionnaire pour, je dirais, vraiment le quotidien, la gestion, les calculs actuariels, et ensuite toutes les fonctions clés et les fonctions de direction générale, le PDG, sont portées par des salariés du groupe Orano. Et donc on se repose essentiellement, je dirais, sur les fonctions support du groupe. L'audit, la conformité, tout ce qui est gestion de nos actifs, c'est fait par la direction des opérations de financement et de trésorerie du groupe Orano. Donc là-dessus, on est vraiment intégré. Et ce qui, effectivement, on y reviendra tout à l'heure sur les avantages et les inconvénients, mais une société d'assurance dans un groupe industriel, c'est un petit peu un ovni. Quand on enrichit de l'uranium, c'est pas de l'assurance, c'est de la réassurance. Donc ça nécessite une certaine pédagogie, je dirais. Alors, on y reviendra en effet. En miroir, j'aimerais demander à Anne-Claire de nous raconter l'histoire de sa captive, l'histoire très récente de sa captive, et pareil, une petite idée de vos volumes, de votre gouvernance. Oui, ça marche. Oui, donc notre captive... Alors, déjà, le groupe SEB, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes le leader mondial de l'équipement, petit équipement électroménager. On est présent sur tous les continents, dans 145 pays. On a publié nos derniers chiffres la semaine dernière. On termine 2021 avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 8 milliards d'euros, en croissance de 16%. La crise sanitaire, pour nous, a plutôt été positive. Les gens étant restés à la maison, ont consommé pas mal de produits pour la cuisine, pour la maison, etc. Pour notre captive, effectivement, elle est toute récente. Nous l'avons créée elle a été agréée le 18 juin par la CPR pour une prise d'activité au 1er juillet, donc c'est tout récent, effectivement. Et notre particularité aussi, c'est d'être domicilié en France, donc de faire partie des 8 captives qui sont domiciliées en France. Pourquoi en France? À titre personnel, j'aurais beaucoup aimé qu'on s'implante aux Bermudes et y aller régulièrement pour donner un peu de substance, comme le demande l'administration fiscale. On ne vous a pas écouté. On ne m'a pas écouté. On m'a dit non, écoute Anne-Claire, nous sommes un groupe en tout cas implanté en France. On a encore 11 sites de production en France. Notre siège est à Écully. Du coup, on va mettre la captive aussi à Écully. Voilà. Bon. Donc vous êtes lyonnais?
donc nous sommes lyonnais. Pour nous, très honnêtement, on disait que c'était un cliché, je ne sais pas si c'est un cliché, mais en tout cas, on a quand même regardé cette question d'avantage fiscal, quand même. Et étant donné la taille de notre captive, le risque qu'on y mettait dedans, aux bandes du groupe, très honnêtement, la provision pour égalisation, à court terme en tout cas, n'avait aucun intérêt. Si notre captive grossit, que les résultats sont bons, dans quelques années, effectivement, si la loi passe entre-temps, nous serons très contents. Mais en tout cas, pour la prise de décision, la différence de régime fiscal, pour nous, n'avait pas d'impact aux bornes du groupe. Voilà. Un mot peut-être sur la création. Vous m'aviez dit que ça avait été très rapide. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour créer une captive? On prend son téléphone, on appelle quelqu'un, on fait tout seul? Non, alors surtout, on ne fait pas tout seul, ou alors c'est sûr qu'on va faire absolument n'importe quoi. Ce qui est compliqué, c'est les réflexions en amont, bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, réunir du data, vraiment regarder ses risques et voilà, faire tourner les modèles. C'est très important. Pour ça, il faut être accompagné, effectivement. Bon, nous, il se trouve qu'on a été bien accompagnés par l'équipe Willis qui s'occupe des financements alternatifs. Et puis, il faut faire pas mal de pédagogie aussi en interne pour expliquer quel est le projet. Parce que selon les gens avec qui on parle dans l'entreprise, ils ont un point de vue un petit peu différent sur la question. Le DAF, tout de suite, va essayer d'y voir un centre de profit. Et ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Comme le disait Brigitte, c'est avant tout un outil de pilotage du risque. Donc, il faut bien expliquer à toutes les parties prenantes ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait. Faut quand même vérifier qu'économiquement, ce soit intéressant. J'ai donné le chiffre d'affaires de SEB qui est de 8 milliards d'euros parce qu'il y avait aussi ce chiffre un petit peu qui traînait jusqu'à il y a quelques années, qu'il y avait une taille critique pour les groupes avant d'envisager de peut-être mettre en place une captive à 10 milliards. Ce n'est pas vrai. Et on le voit aussi avec Bonduelle, qui n'a pas non plus un chiffre d'affaires à 10 milliards et qui a créé Bonduelle sa étant captive l'autre, en même temps que nous. Bonduelle, c'est la deuxième captive française qui a été créée en 2021. Voilà, exactement. Donc il faut vraiment faire tourner ces chiffres. Voilà. Vous parliez du DAF, un point peut-être sur la direction générale et le célèbre mot du sponsorship. Enfin, est-ce que ça a été un sujet? Qu'est-ce que vous appelez le sponsorship? La nécessité de faire porter le projet au plus haut niveau dans l'entreprise. Est-ce que c'est le DAF? Est-ce que c'est au-dessus? Mais chez nous, tout est sponsorship. Ce projet-là, c'est un projet. Évidemment, c'est quelque chose de structurant pour le groupe. C'est une vraie révolution dans la gestion du risque, dans son financement. Donc évidemment, l'adhésion de la finance est importante, mais du PDG aussi l'a été. Le PDG, c'est aussi... Alors on parlait de gouvernance, c'est également le PDG de notre captive, donc il fallait évidemment qu'il soit embarqué et convaincu par le projet. Il se trouve que c'est un PDG qui a commencé sa carrière chez un assureur qui, du coup, est assez sensible et intéressé par le sujet, ce qui a rendu les discussions plutôt simples. Avec lui, il a bien compris l'intérêt tout de suite, donc ça a été voilà, plutôt facile de le convaincre. On évoquait les avantages. Si vous deviez nous donner 3 avantages, c'est mon côté journaliste. Voilà, quels sont les 3 points que vous mettez en avant? Alors, c'est un peu tôt pour faire notre bilan. Cécile, notre captive a 6 mois, on n'a pas encore fait l'exercice, donc c'est difficile de vous donner l'avantage. En tout cas, d'un point de vue de responsable assurance, risk manager, l'exercice est vraiment intéressant. Après, est-ce qu'on décide de faire la captive ou pas, c'est une autre question dans quelques années. Mais c'est vrai qu'on regarde son risque complètement différemment en faisant cette étude-là. Et on se pose des bonnes questions sur est-ce que notre couverture d'aujourd'hui est optimisée, est-ce que notre prévention est optimisée, etc., etc. Donc de toute façon, il en ressort forcément des pistes de réflexion pour l'entreprise pour améliorer son risque de faire ses études sur les captives. Une fois qu'elle est mise en place, effectivement, ça permet... Alors, là aussi, il ne faut pas croire que la captive est un outil magique qui, dès qu'elle est mise en place, a pour conséquence la réduction de la prime d'assurance. Non, ça ne marche pas comme ça. En revanche, et ça, pour nous, c'était un des principaux
une des principales raisons pour mettre en place cette captive, au-delà de la prime, c'était de maintenir la capacité, mais aussi les niveaux de franchise qu'on avait, auxquels on était particulièrement attachés. Et pour les opérationnels, c'est complètement transparent pour eux, étant donné que la captive du groupe CEP est une captive de réassurance. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident, c'est une captive de réassurance. Donc, on a toujours un assureur fronteur qui émet les polices, qui déploie les polices locales, qui fait l'appel de primes. Les sinistres sont toujours déclarés exactement de la même façon par nos filiales au courtier qui ensuite remonte le dossier chez l'assureur quand c'est nécessaire. C'est complètement transparent. Ça n'a pas changé pour les filiales, process. donc c'est pas la révolution, c'est la révolution au corporate, clairement. Oui. C'est pas la révolution dans les filiales. Oui. C'est très important ce que vient de dire Anne-Claire, parce que vous pouvez avoir des contresens en disant ah bah oui, on a une captive d'assurance, donc on va faire tout et n'importe quoi. Je veux dire, dès qu'on a un dossier un peu gris, on va pouvoir payer des sinistres. Enfin, il y a certains opérationnels qui auraient tendance à vous mettre la pression. En fait, non et non. Hein, voilà, non et non. C'est quand on est en réassurance, l'assureur fronteur fait son métier et en toute indépendance. Hein, et la captive intervient dans un deuxième temps. Et je voulais rajouter quelque chose qui me paraît vraiment très important aussi à vous dire. Si vous voulez, la captive fait changer l'état d'esprit d'une entreprise par rapport au rôle de son assurance. C'est-à-dire que, excusez-moi, il y a encore beaucoup de gens qui raisonnent, y compris dans les grands CFO, en achat d'assurance. Hein. L'assurance, c'est une commodité, on l'achète, on fait des appels d'offres, on fait baisser les prix, voilà. Et en fait, si vous voulez sortir de cette culture d'achat d'assurance, c'est très difficile. D'autant plus que vous avez des courtiers qui vous y amènent nécessairement, voilà, hein, et qui bâtissent leur présence auprès de votre CFO sur cette base-là. Hein. Enfin, moi, c'était un cauchemar. Dans certains cas, c'était cette pression de faire baisser toujours le budget d'assurance. Quand vous avez une captive, vous rentrez beaucoup plus dans une logique de gestion du risque et d'allocation du capital, le bon niveau de capital et les bons moyens pour financer les impacts de son risque. Ce n'est pas du tout la même logique. Hein. Et j'insiste, mais c'est pour moi un élément très important. Si on veut changer la façon de gérer les risques des entreprises, il faut définitivement qu'on sorte de cette logique. L'assurance est une commodité, ce n'est pas une commodité. Hein. C'est du capital collatéral. Et il faut que qu'on optimise tous ensemble le capital qu'on alloue au risque. Hein. Ceux de l'entreprise, ceux du marché, ceux de la réassurance et ceux de l'État. Et ça, c'est vraiment la captive est une façon de changer la mentalité de vos patrons sur ce sujet aussi. Emmanuel, en un mot sur les avantages, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres que ceux que Anne-Claire a déjà cités? Oui, en fait, clairement, nous, aujourd'hui, la captive, c'est vraiment un outil. Alors, je rejoins totalement ce que disait Anne-Claire, qui n'est pas un centre de profit. On ne le gère pas comme cela. On le gère vraiment comme un outil d'optimisation de nos couvertures et du coût total du risque, c'est-à-dire du coût de transfert et de la rétention que l'on décide de prendre. Donc ça, pour nous, c'est effectivement c'est assez clé en termes d'avantages. Et puis, c'est un avantage également pour nous de pouvoir délivrer des garanties qui n'existent pas sur le marché. Tout à l'heure, on parlait de cyber, de pandémie, de non-damage BI. Nous, on a des expositions aussi en lien avec nos participations dans des mutuelles, justement, puisqu'en fait, quand vous êtes membre d'une mutuelle, vous êtes potentiellement soumis à des risques de rappel de primes. Et donc, cela, ça doit être transparent pour les opérations qui payent des primes chaque année. Et donc, effectivement, c'est la captive qui prend l'exposition et qui assure quelque part ce risque si un jour il venait y avoir des rappels de primes futurs. Au rang des inconvénients, tant qu'on a fini la pub, est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, le premier inconvénient, alors, je ne reviendrai pas sur ce que disait Brigitte, mais même quand on est une captive d'assurance directe, on ne paye pas des sinistres parce que l'opérationnel nous le demande. Enfin, voilà, il y a un contrat et on respecte les termes du contrat. C'est le capital de l'entreprise, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et justement, en termes d'inconvénients, c'est que les captives d'assurance, il n'y a pas de transfert. En fait, l'assurance, on a appris tout ça quand on était petit, c'est le fait de payer moyennant une prime, de transférer le risque à quelqu'un d'autre. Là, le risque, vous le gardez dans vos comptes. Alors même si vous créez des réserves pour pouvoir l'absorber,
quand vous êtes intégré, consolidé dans un groupe avec des règles IFRS, ce qui est notre cas, eh bien l'année où vous avez un gros sinistre, ça se voit quand même dans les comptes du groupe et dans la publication. Donc ça, c'est quand même quelque chose de majeur et dont il faut avoir conscience et sur lequel il faut attirer l'attention de la direction générale, parce que c'est effectivement potentiellement l'année où vous avez un sinistre de 50 millions, ça ne passera pas inaperçu. Et puis derrière, en termes d'inconvénients, on parlait de taille critique. Alors nous, Orano, on est encore plus petit. On fait moins de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais ça demande vraiment un certain nombre d'investissements. Alors nous, quand je l'ai repris en 2015, elle existait déjà. Mais néanmoins, on a eu Solvabilité 2 et la mise en conformité à faire. Et je dirais que Solvabilité 2, même quand on est dans du risk management et en charge des assurances d'un grand groupe, c'est pas forcément inné. Donc il a fallu s'y coller. Et voilà, il y a un petit investissement quand même qui n'est pas neutre et qui est nécessaire pour toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Puisqu'en fait, il faut que tout le monde parle le même langage et comprenne tout ce barbarisme, j'allais dire, en lien avec le SFCR, le SCR, les calculs, les ORSA, tous les reportings, les QRT que vous devez faire. Nous, on a la chance, je mets des guillemets, d'être considéré comme un groupe d'assurance, puisqu'on a une filiale au Vermont, pour reprendre ce que disait Eric tout à l'heure, une petite filiale aux États-Unis, qui est un peu le fruit de l'histoire aussi. Donc on doit consolider également les comptes au niveau de la France, aux bornes de la société captive. Donc c'est vrai que en termes de gestion et d'investissement, ça prend du temps. C'est pas neutre. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur le fonctionnement de ces deux exemples, peut-être? Alors, je viens vers vous. Et je tiens le micro. Non, je garde mon micro, sauf on s'approche. Bonjour, David Vigier. Donc, merci beaucoup d'avoir rappelé les tenants et les aboutissants de la captive, les avantages, les inconvénients. Moi, il y a une question qui me turlupine. Ce que je trouve remarquable, c'est la question du timing. Et ça s'adresse peut-être davantage à Madame Péchou en ce qui concerne la création d'une captive au moment le plus dur du cycle. Ce qui me paraît, moi, une gageure, quelque part, vue de l'extérieur, et j'aurais aimé comprendre ce qui a présidé ou les débats qui ont pu avoir lieu chez SEB pour la création de la captive. Nous sortons d'une année 2020 qui est quand même une année difficile. Je ne connais pas le détail de votre budget, de vos programmes, mais j'imagine effectivement que vous avez pu être maltraité par le marché comme tous l'ont été. Donc en PNL, il y a une incidence sur la ligne de coût, et la création d'une captive, c'est également mobiliser du capital et de l'énergie. Donc comment arrive-t-on finalement à mobiliser les forces vives à l'intérieur de l'entreprise et les convaincre que c'est le bon moment, en dépit du fait qu'effectivement, on va avoir du mal à constituer des provisions de façon à amortir le cycle. Oui, effectivement, je n'ai pas complètement répondu à votre question, Cécile, tout à l'heure. Je me suis arrêtée à mi-chemin sur le timing et les étapes pour créer la captive. Effectivement, on a créé notre captive assez vite, mais les réflexions étaient en cours depuis un petit moment. Renouvellement de 2019, premier signe du redressement du marché, majoration de primes. Bon, ok, on se dit, c'est comme ça. On avait aussi un petit peu de sinistralité, on bénéficiait de primes qui étaient plutôt attractives historiquement. C'est passé. 2020, pareil, à nouveau des majorations assez conséquentes. Donc là, on s'est dit, visiblement, on n'est même pas au bout du cycle. Là, le marché est parti pour s'emballer pendant un petit moment. Que fait-on? Est-ce qu'on attend chaque année passivement et on attend de se prendre les 30% de majo pendant encore 3-4 ans? Ou est-ce qu'on décide de faire quelque chose? Donc effectivement, on a décidé de faire quelque chose. On a décidé, dans un premier temps, de faire une revue de nos risques, nous assurer que notre programme correspondait bien, était bien calibré pour les risques du groupe SEB en 2020. On n'avait pas fait cette étude-là depuis un petit moment. Le groupe s'est pas mal développé sur les 10 dernières années. C'était intéressant de faire cette étude-là. On s'est rendu compte effectivement qu'on n'était pas complètement en dehors des clous, qu'on était plutôt bien. Mais effectivement, la piste captive est revenue sur le haut de la pile à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, on a toujours
On a toujours su ce que c'était une captive, on l'a toujours envisagé, peut-être pour un jour, si on devient assez gros, les fameux 10 milliards. Mais on avait laissé ça sur de côté dans la tête de chacun. Et puis là, à l'issue de cette analyse-là, on s'est dit, mais du coup, quand même, est-ce qu'une captive, aujourd'hui, au moins pour certains risques, aurait du sens et aurait du sens pour les années à venir si le marché continue d'être comme il est en ce moment, quoi. Parce qu'on se rendait bien compte que ce n'était pas la fin du cycle et qu'on n'allait pas revenir à un marché soft comme il était il y a 3-4 ans, où il y avait toujours un franc-tireur pour venir assurer un risque que personne ne voulait. Bon, on a bien compris que c'était fini. Donc, effectivement, sur cette démarche-là, tout le monde était d'accord. On a dit, bon, allons-y, faisons une étude. Donc ça a pris 3-4... Alors, ça, on l'a fait en 2020. Ensuite, on a enchaîné sur une étude vraiment spécifique captive. Si demain, le groupe SEB veut une captive, comment ça va se passer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, et surtout quel risque on va mettre dedans et à quel niveau, et qu'est-ce que ça va nous coûter en fonds propres, etc., etc. Donc on a fait cette étude qui a duré à peu près 3 mois. Là aussi, il faut être accompagné, il ne faut pas y penser tout seul dans son coin en regardant sa stade de sinistralité. Il y a plusieurs personnes qui proposent un accompagnement. Ça demande de la ressource, du temps. Il faut qu'il y ait des gens, effectivement, en interne qui gèrent cette étude-là, qui donnent les éléments dont on a besoin, qui réfléchissent, qui affinent et qui fassent de la restitution. Il faut communiquer avec son COMEX. C'est super important et pour les embarquer dans le sujet. Et puis à un moment, effectivement, il y a un arbitrage à faire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident qu'à la fin, on va nécessairement gagner de la prime, que la captive soit rentable. Il y a quand même un petit risque. Donc il faut faire un arbitrage, embarquer son COMEX et prendre la décision, est-ce qu'on y va ? Et effectivement, l'arbitrage, ce n'est pas sur est-ce qu'on va économiser de la prime, est-ce que la captive va être un centre de profit ? Non, il va se jouer sur autre chose. Une fois que la décision est prise, alors, ce qu'il faut faire, première chose, il faut créer une société. Immatriculer une société, soit une société européenne, ce que absolument personne ne fait, je crois, pour les captives ou pour d'autres choses d'ailleurs, soit une ESA. Donc voilà, on immatricule sa SA, et puis à partir de là, on peut déposer un dossier d'agrément à l'ACPR. L'ACPR, en principe, prévoit un délai de 6 mois pour analyser votre dossier et donner son agrément ou pas. Nous, ce qu'on a fait, on les a contactés en amont, dès qu'on a pris la décision d'y aller, en fait, pour leur présenter notre projet et leur dire que, par contre, donc ça c'était en février-mars, et leur dire que par contre on renouvelait nos programmes d'assurance au 1er juillet et donc qu'on avait besoin que notre captive soit en activité pour le 1er juillet. Donc ils nous ont dit que c'était un petit peu court par rapport à leur délai habituel, mais qu'ils étaient prêts à faire l'effort, que plutôt que de leur donner l'intégralité du dossier, quand il sera prêt, on pourrait leur donner les éléments au fur et à mesure de nos avancées, parce qu'encore une fois, il faut créer la société, mais ensuite, il faut mettre en place la gouvernance, tous les éléments financiers, solvabilité, etc. etc. C'est long, ça demande du temps. Donc on leur a passé tous les éléments au fur et à mesure. Ils nous ont fait leurs observations le moment venu, si c'était le cas. Et puis, à un moment donné, il faut leur communiquer les éléments de façon tout à fait formelle, dans un format très particulier, sur leur site, sur leur portail Internet. Et à partir de là, officiellement, on a déposé le dossier. Et là, par contre, ils sont allés très vite. Je crois qu'en 2 mois, on a réussi à obtenir l'agrément. Donc, ils ont été super bienveillants et accompagnants. Je me tourne vers vous, Martin Landais. Ça marche très bien, donc on peut créer des captifs. Pourquoi est-ce que vous les réformez ? Alors, plus sérieusement, la réforme, quels sont ses objectifs ? Elle est très attendue. Vous êtes très attendu dans cette prise de parole, je suis sincère. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et quand est-ce que ça sera fait ? Merci pour cette saine pression. Ça fait quand même, disons, un certain temps qu'on réfléchit à créer des conditions plus favorables d'émergence de captives de réassurance en France. C'est pas simple comme réflexion parce que je crois que c'est Anne-Claire qui l'a dit.
ou Brigitte, il y a quelques années, la captive, c'était vraiment outil d'optimisation fiscale. Et donc, il ne fallait pas y toucher. C'était le diable, en tout cas pour la puissance publique. C'était compliqué de rentrer dans ces sujets. On voyait bien qu'il n'y avait pas que ça et que c'était aussi une manière de mieux gérer le risque pour les entreprises. Et donc, on avait commencé à réfléchir aux conditions d'émergence de captifs de réassurance. Après, il y a eu la crise Covid qui, là, vraiment nous a mis le nez dedans en montrant finalement que développer des outils d'auto-assurance, c'était indispensable. Et donc, ça a accéléré nos réflexions. C'est possible dans l'administration d'accélérer des réflexions. Et le ministre, d'ailleurs, s'est très clairement exprimé là-dessus fin 2020, en indiquant que c'était un des grands objectifs, c'était de promouvoir les solutions d'auto-assurance, notamment avec les captives de réassurance, et notamment en leur permettant de gérer sur le temps long leurs risques, et donc de toucher aussi la question fiscale. Je voudrais juste peut-être brosser, avant de rentrer dans... Martin, Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le lien entre la fiscalité et la mutualisation dans le temps? Parce que ça, si ça, on passe trop vite... Il y a deux formes de mutualisation. Il y a les assureurs pratiquent la mutualisation dans l'espace. Donc une cohorte d'assurés, on fait la moyenne des sinistres et des primes de tout le monde. Bon, l'exemple le plus simple, c'est la petite mutuelle, etc. Et après, vous avez la mutualisation dans le temps. Les entreprises font la mutualisation dans le temps de base. Une année, vous faites de résultats. L'année d'après, vous faites de la perte. Vous amortissez sur vos fonds propres. Voilà, vos pertes ou vos profits, donc vous faites une mutualisation dans le temps. Simplement, donc on fait que le capitalisme ou les entreprises ne font que de la mutualisation dans le temps. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles elles la font, la volatilité. C'est-à-dire que vous pouvez pas, quand vous dites j'ai un business case, je vais croître et puis je vais faire du résultat. Si 2 ans de suite, vous avez 3 chocs et que vous faites que des pertes, d'abord, vous bouffez vos fonds propres et vous disparaissez. Donc vraiment, l'auto-assurance, c'est de la mutualisation dans le temps. Et c'est là où le fait d'avoir une incitation fiscale pour avoir des réserves dédiées face aux chocs permet de faire de l'auto-assurance. Parce que la fiscalité, vous la différez. On vous donne un avantage différé dans le temps. Voilà, c'est ce que fait le Luxembourg. Bon, je suis très lourde, mais je pense que c'est important de bien le comprendre. Bon, j'espère que c'est plus clair maintenant. Donc, ce que je disais, c'est on veut créer un écosystème favorable. La fiscalité en fait partie, mais ce n'est pas le seul point. En fait, on a eu 2 axes de travail. Il y a eu le premier, c'était aménager la régulation et la supervision des captifs de réassurance pour la proportionner au risque qu'elles portent. Et ça, c'est un principe fondamental dans Solvabilité 2, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que les autorités de supervision vont adapter l'intensité de leur contrôle à la nature du risque. Et pour des captifs de réassurance qui ne réassurent que les risques du groupe, les risques en termes de stabilité financière, d'impact sur le reste du marché, ils sont limités. Et donc, la CPR, elle peut adapter l'intensité de son contrôle à ce risque modéré. Et donc, ce principe-là, on a souhaité l'appliquer pleinement, à la fois dans la gouvernance des captives et dans les exigences de reporting qu'évoquait Emmanuel. En ce qui concerne la gouvernance, en effet, le cas de Solvabilité 2, il impose la règle des 4 IE avec 2 dirigeants effectifs, et puis il impose aussi qu'il y ait un certain nombre de responsables de fonctions clés. Alors, je crois qu'il y en a 4, c'est l'audit, la gestion des risques, la conformité, et puis l'actuariat. Donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. Cela étant, il y a des cumuls qui sont possibles entre ces responsables de fonctions clés. Et le principe de proportionnalité, ça va consister pour la CPR à dire, dans le respect, il y a des fonctions qui ne sont pas cumulables, parce que vous n'allez pas cumuler l'audit et la gestion des risques, mais il y en a qui sont cumulables. Et donc, la CPR, dans la relation avec
les dirigeants de la captive, elle va dire, bon, bah là, vous pouvez cumuler ces fonctions. Et pour la captive, c'est donc des coûts en moins et une facilité de fonctionnement. Pour les dirigeants effectifs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez besoin de 2 dirigeants effectifs avec un certain nombre de compétences, mais si vous allez voir la CPR en disant j'ai 2 dirigeants effectifs, il y en a un qui va avoir un peu moins de temps, mais qui est très fort dans tel type d'activité, et puis l'autre, il aura plus de temps, mais il a moins sa position hiérarchique est moins forte, etc. Dans le dialogue avec la CPR, ça sera possible de trouver des solutions adaptées à la captive. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est le reporting. Solvabilité 2 met en place des exigences de reporting, on va le dire, assez lourdes. Et donc, ce qu'on a engagé comme travail avec la CPR, c'est d'essayer... alors, pour ce qui concerne les reportings imposés au niveau européen, malheureusement, on ne peut rien faire. En revanche, les superviseurs nationaux demandent un certain nombre de reporting complémentaires, ce qu'on appelle les états nationaux spécifiques, les ENS, aux entreprises d'assurance et donc aussi aux captives. Et là, ce qu'on a fait avec la CPR, c'est d'essayer de réduire au maximum ces états supplémentaires demandés par la CPR. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs dans une publication de juin 2021 où elle a supprimé l'exigence de 10 états, de 10 reporting pour les captifs de réassurance. Donc voilà, il y a un travail qui est en place là-dessus. Et puis dernier point sur l'aspect régulation, supervision, et c'est ce que disait Anne-Claire, c'est que la CPR, elle est quand même très mobilisée et très prête à aller vite quand il faut, à accompagner. Et ça, je crois que c'est un message qu'il faut vraiment que vous entendiez. Elle est là pour aider. Une remarque, Emmanuel. Oui, juste une remarque pour compléter ce que disait Martin par rapport à la CPR, parce qu'effectivement, moi, j'ai, en tant que société captive, producteur de reporting contrôlée par la CPR, on a vu une évolution majeure, je dirais, sur le contrôle et l'accompagnement de la CPR depuis 2016. Et effectivement, les premières années post-entrée en vigueur de Solva 2, ça a été assez difficile et c'était très strict. Voilà, clairement, le principe de proportionnalité, il était compliqué à identifier, pour nous en tout cas. Ce n'est plus le cas, clairement, depuis 3 ans, je dirais 2019. Les choses, voilà, la CPR est vraiment dans un accompagnement, dans l'échange. Typiquement, la CPR rencontre les captives une fois par an pour faire un peu un bilan de l'activité, des souscriptions, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, puisqu'effectivement, il y a un outil de reporting un peu imposé qui s'appelle OneGate, pour ceux qui connaissent, et qui est loin d'être quelque chose de très intuitif, exactement. Donc, en tout cas, je tiens, vraiment, moi aussi, je témoigne de l'évolution très positive de la CPR et de leur compréhension de nos enjeux. On leur transmettra. Alors, ça, j'ai parlé donc du premier axe, proportionnalité dans l'exercice de la supervision. Le deuxième axe, le second axe, c'est la facilitation de la mutualisation des pertes sur le temps long pour les captifs de réassurance grâce à la création d'un mécanisme fiscal dédié, une provision pour résilience. Alors, ce n'est pas une marque déposée, mais vous voyez l'idée, qui soit déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de façon temporaire, mais suffisamment longue, pour permettre à ces structures d'accumuler des réserves du capital en franchise d'impôt pour couvrir des risques qui surviendraient dans le futur. Ça, c'est, comme l'a dit Brigitte, c'est un élément très important pour les captives. Et donc, là-dessus, il y a 3 principes qui guident notre action. C'est une réflexion qui est en cours. Le premier, c'est évidemment qu'il faut que cette provision elle soit efficace, qu'elle permette aux captives de gérer, de lisser leurs risques dans un temps long, qu'elle ne soit pas trop compliquée. Et finalement, pour ça, on s'inspire d'un régime qui existe déjà, qui a été évoqué, c'est la provision pour égalisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième principe, c'est que ce soit une provision qui s'inscrive dans le cadre mis en place par Solvabilité 2. Puisque, en définitive, cette réflexion-là, c'est la première, enfin en tout cas à notre connaissance, qui s'inscrive dans un cadre post-Solvabilité 2.
Au Luxembourg, la provision pour fluctuation de sinistralité, la PFS, elle a été créée, alors je n'ai pas l'historique, mais en tout cas, dans les années 90, elle était déjà présente, 2000. Et donc, vous êtes dans un cadre déjà qui n'était pas tellement européanisé en termes d'aide d'État, et surtout c'était la préhistoire par rapport à Solvabilité 2 en termes de régime prudentiel. Oui, ça c'est clair, hein, il faut vraiment avoir ça en tête. Hein. Et donc, c'est très important que notre régime, à la fois, il s'inspire de ce qui existe, mais en même temps, il soit Solvabilité 2 proof. Et donc ça, c'est le deuxième principe. Et puis le troisième, qui est cardinal, c'est que ce régime, il doit s'inscrire dans un cadre juridique national et européen et y être conforme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on crée quand même un régime spécifique pour des captifs de réassurance avec des impacts fiscaux. Et donc, il faut regarder que l'on respecte bien l'égalité devant la loi, l'égalité devant les charges publiques, ça c'est au niveau national, et puis au niveau européen, que ça soit compatible que ça soit conforme au régime européen des aides d'État. Donc voilà les trois principes. Sur l'égalité devant la loi et les charges publiques, les réflexions qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir, on est assez confiant sur le fait que, tel qu'on l'a prévu, et que je vais vous le préciser dans un instant, j'essaye de ménager un peu de suspense dans cet exposé un peu fastidieux, on est assez confiant sur le fait que ça passe, les fourches codines. Là où on va avoir des discussions peut-être un peu plus musclées, c'est sur le régime européen. En fait, il ne fait pas de doute que la création d'une provision défiscalisée, c'est une aide d'État. Et à partir du moment où c'est une aide d'État, vous entrez dans un régime très particulier et vous rentrez nécessairement dans des discussions avec la Commission européenne et avec les services de la Direction générale de la concurrence. Sur quoi on s'appuiera pour travailler sur la compatibilité de cette aide d'État? Sur un article que vous connaissez du traité, c'est l'article 107, paragraphe 3c, qui précise que des aides d'État peuvent être compatibles quand elles sont destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, à condition qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Donc ce qu'on va s'attacher à faire dans nos discussions avec la Commission européenne, c'est de montrer qu'il y a un intérêt commun, que notre aide, elle est proportionnée et qu'elle répond aux besoins de développer le marché de l'assurance qui, vous êtes tous sans doute mieux au courant de moi que moi de ça. Le marché est très dur et donc vous êtes face à des augmentations de tarifs, des augmentations de franchises et des baisses de couverture. Donc là-dessus, c'est autour de ça qu'on travaille dans des discussions qui vont commencer avec la Commission européenne dans les prochains jours sur la base d'une notification qui a été faite en fin d'année dernière. C'était exactement ma question. Il se dit dans les couloirs que vous avez déjà porté le projet à Bruxelles, donc ils ont reçu le document et on peut espérer une réponse à quelle... Notre objectif, c'est que dans les prochains mois, ça puisse aboutir et qu'on puisse du coup travailler à une mise en œuvre au niveau national, la transcription dans des textes et en l'occurrence dans une loi de finances de ce régime sur lequel je vais revenir. Mais peut-être vous avez des questions avant. Très concrètement, à quelle date on peut lancer sa captive française? Alors, mais je crois que Bonduel Orano montre qu'il est déjà temps de lancer sa captive française. Encore une fois, je pense que dès l'année prochaine, l'objectif, c'est que tout soit en place. Mais je reviens sur le fond. Quels sont les principaux paramètres sur lesquels on travaille dans le cadre de cette réflexion sur la mise en place d'une provision défiscalisée? Le premier paramètre, c'est le champ des risques couverts. Le deuxième, c'est comment on gère la fongibilité ou non entre ces risques. Le troisième, c'est dans quelles limites on peut doter chaque année cette provision, et puis quel est le plafond global de dotation.
Et puis la quatrième question, c'est à quel horizon ma provision, elle reste déductible. Ça, c'est les 4 paramètres autour desquels on travaille. Alors, pour le premier paramètre, le champ des risques couverts, je reviens à ce que je disais précédemment, on est dans un cadre européen avec une attention très forte sur la proportionnalité de la mesure. Et donc, il faudra, nous, qu'on soit en capacité de montrer pourquoi c'est nécessaire sur les risques qu'on va inclure, qu'il y ait cette provision. Et donc, là-dessus, on essaye de se concentrer sur les risques dont l'intensité, c'est ce que disait Brigitte, est la plus volatile, qui sont les plus cédés en réassurance. Il y a une espèce de faisceau de convergence et pour lesquels leur serrement des conditions de couverture a été le plus marqué ces dernières années. Et donc, finalement, en peu de mots, c'est les segments de marché sur lesquels la défaillance de marché est la plus manifeste. Cyber. Alors, voilà, on dirait qu'on a répété presque. Hein. Oui. Je dirais que ce qui nous a conforté dans notre chemin, c'est que les risques couverts déjà par les captives de réassurance en France, c'était des risques sur lesquels les ratios de sinistre à prime étaient les plus volatiles, avec donc l'idée qu'on était sur des questions de dommages aux biens, de responsabilité civile, de pertes pécuniaires, notamment le risque cyber, sur des risques qu'il fallait couvrir et inclure dans le champ. Et donc, j'ai très envie de vous dire précisément tous les paramètres qu'on a communiqués à la Commission européenne. Ça me brûle les lèvres. Je pense que ça ne serait pas extrêmement pertinent dans nos relations avec elle. Donc, voilà. En tout cas, vous avez compris que sur ce champ de risque, on veut des choses suffisamment larges pour que ça soit utile. Et en même temps, il faut qu'on arrive à chaque fois à prouver que c'est nécessaire. Et donc, voilà. C'est là que la MRAE a rapporté des éléments sur ce que les entreprises vivaient, sur le dommage, la RC et les pertes pécuniaires, pertes d'exploitation sans dommage cyber. Voilà. On est vraiment sur le cœur de sujet de l'assurance des entreprises. J'en arrive à... Je suis désolé, je suis long, mais Cécile, vous m'interrompez et vous me chassez. Encore 6 minutes. D'accord. Le deuxième point, c'est la fongibilité entre ces risques. En fait, il y a un régime qui existe, qui est la provision pour égalisation. Mais ces provisions pour égalisation, en fait, elles sont limitées à un type de risque en particulier. Le risque nucléaire, le risque aérien, le risque spatial, la responsabilité civile née des risques de pollution. Et quand vous constituez des provisions pour ces risques, c'est que pour ces risques. Et donc, il n'y a pas de fongibilité. Et ça, c'est une limite très forte parce que, précisément, comme le disait Brigitte, il faut de la mutualisation dans le temps. Et pour ça, vous avez besoin qu'il y ait aussi une mutualisation entre ces différents risques que vous allez mettre dans la captive. Sinon, ça dépotentialise fortement le système. Et donc voilà, c'est en tout cas le paramètre clé sur lequel on travaille, c'est que ça soit fongible entre les différents risques qui seraient couverts et dans le champ. Le troisième paramètre, c'est les plafonds, dotation annuelle, dotation globale. Là-dessus, on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, au Luxembourg. On regarde aussi l'existant, les provisions pour égalisation. Et donc, les paramètres, ils vont osciller entre ce qui se fait déjà dans les provisions pour égalisation en essayant peut-être de les muscler un peu, mais ça, on verra comment ça se passe avec la Commission européenne. Et puis surtout, que ça soit pas trop sans rapport avec ce qui peut exister, notamment au Luxembourg. Même si le Luxembourg, ce n'est pas notre modèle absolu, c'est une inspiration, ça existe, donc on s'en inspire, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et puis enfin, délai maximal, sur le plafond de dotation globale, comme je disais, on est le premier régime post-solvabilité 2, et donc la métrique qu'on va essayer d'utiliser pour définir ces plafonds, c'est des métriques solvabilité 2. Et donc, c'est autour du minimum de capital requis, du capital de solvabilité requis, qui sont des mesures
pour le superviseur et pour les entreprises de la solvabilité de l'entreprise. Et donc ça, il nous semble que ça sera plus facile aussi dans les discussions avec la Commission européenne de s'appuyer sur des métriques qui sont des métriques observables, qui sont des métriques vérifiables, calculables et connues, et surtout qui pourraient être répliquées au niveau européen, parce que c'est important aussi d'avoir ça à l'esprit. Et puis enfin, quatrièmement, dans la dernière minute, le délai maximal de déductibilité. Il faut du temps. Et là encore, l'idée, c'est d'être dans des choses qui soient... enfin, la provision pour égalisation donne des ordres de grandeur. L'objectif, c'est d'aller chercher le plus loin possible. Je ne peux pas vous donner de délai, mais enfin, voilà, dans la provision pour égalisation, le maximum, c'est 15 ans pour le transport aérien. Voilà. Et donc, on va essayer d'aller le plus loin possible, sachant que dans le système luxembourgeois, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas de délai pour la déductibilité. Mais en fait, enfin, et c'est notre compréhension, et elle est peut-être erronée, mais comme vous êtes à un plafond de dotation de 17 fois et demi les primes, bah finalement, quand vous avez atteint le plafond, ce que vous faites, c'est que vous vendez la captive. Voilà. C'est pas la philosophie qu'on recherche en France, et donc c'est pour ça qu'on veut avoir un délai maximal. Et puis pour finir, parce que je vous ai donné aucun chiffre, donc vous allez demander le remboursement. On a évidemment parlé à des acteurs qui sont aussi présents au Luxembourg pour les tester, pour savoir si ce sur quoi on travaillait, c'était déconnant, si ça ferait rire nos amis luxembourgeois et d'autres. Ce qu'on comprend, c'est que sur la base des chiffres qu'on a pu échanger avec eux, c'est que c'est tout à fait, je ne sais pas s'il faut dire compétitif, mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant pour une captive de s'implanter en France. Et donc ça nous motive. Cela étant, les discussions avec la Commission européenne commencent. Donc voilà, Clément Denis, ici présent, les conduira. On le soutient tous. Et il viendra nous faire un rapport l'année prochaine pour les journées. Rendez-vous même endroit, voilà. Même heure. Merci beaucoup, Martin. Alors, je pense que c'était absolument essentiel de vous écouter tranquillement. Mais Brigitte, je vous stresser un peu. Alors, j'ai deux questions pour vous, Brigitte. Très concrètement, comment est-ce que la MARAE peut intervenir, aider ceux qui se posent des questions? Merci, Cécile. En fait, si vous voulez, il y a différents niveaux dans ce dossier. Hein. Il y a un niveau opérationnel, pratico-pratique, et puis il y a un niveau stratégique et politique. Voilà. Sur le premier niveau opérationnel, le témoignage d'Anne-Claire, on a fait une étude en fin d'année et on a relevé parmi notre population de risk manager qu'il y avait 50 projets de captives en cours d'analyse et d'études. Hein. Donc il y a un très gros travail qui est fait par les risk managers avec l'écosystème des courtiers, des grands courtiers et des conseils actuaires, je ne vais pas citer des noms, mais qui accompagnent et qui aident l'entreprise à faire son business case finalement pour un dossier de captive. Bon, je ne pense pas que la MARAE ait un rôle, je dirais, opérationnel, concret à jouer là-dedans. On n'aura pas nécessairement les ressources pour le faire. Il faut absolument que l'écosystème le travaille. Par contre, on peut aider à faire des connexions, on peut aider à créer un partage et on peut aider, je dirais, à réunir tous ces gens qui réfléchissent pour essayer de bien avoir une vision commune et une doctrine commune sur le sujet en associant les courtiers, les actuaires, les cabinets de conseil, les commissaires aux comptes qui sont déjà là-dessus et les assureurs et les réassureurs aussi, par extension, ça viendra. Donc, notre rôle, effectivement, c'est d'être un peu l'animateur de l'écosystème pour qu'on partage la même doctrine, ce qu'on fait ici aujourd'hui. Voilà. Après, il y a d'autres sujets qui sont un peu plus, je dirais, stratégiques. Enfin, il y en a un qui est opérationnel, c'est la formation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument, et on a décidé de le faire, accompagner les risk managers et les futurs dirigeants des captives françaises sur qu'ils comprennent bien les enjeux de Solva 2,
qu'ils comprennent bien les enjeux de la gouvernance des risques. Donc là, c'est un sujet sur lequel on est en train de monter en puissance. Et puis, le point pour moi qui parachève le sujet, et je vais le dire de manière un peu directe, c'est au fond ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la mise en place en France, on va dire, d'une forme de branche d'auto-assurance pour les entreprises, à travers ces captives de réassurance et peut-être aussi les captives d'assurance, même si elles n'ont pas la future provision qui permet de gagner du temps dans l'accumulation des fonds propres. Et donc, je crois que vous comprendrez tout de suite que cette branche d'auto-assurance au service des entreprises, il faut qu'elle soit représentée et pilotée par les entreprises. Et c'est pour ça qu'on veut créer cette fédération qu'on a appelée la Fédération des captives. Enfin, bon, le titre, Oliver Wyld l'a annoncé en novembre, parce qu'il faut absolument qu'on puisse, je dirais, ces futurs assureurs, il y en a 7 aujourd'hui, ou 8, je ne sais plus, mais si demain il y en a 70, je pense qu'il faut qu'ils aient une existence politique forte pour pouvoir être à même de discuter avec le Trésor, avec la CPR, avec le MEDEF, avec la FEP, avec voilà, être représenté, voilà. Et c'est ça, ce projet de fédération des captifs qu'on veut lancer pour avoir, dans le débat institutionnel français, une voix qui porte, qu'on ne soit pas uniquement la MRAE qui fait un congrès une fois par an, vous voyez, mais qu'on soit aussi France Captive, France Assureur existait, mais on n'a pas encore un titre très clair, mais on est en train de travailler avec quelques membres fondateurs pour lancer cette fédération des captives, et je serais très heureuse que toutes les nouvelles captives qui vont se créer y adhèrent pour qu'on puisse, en tout professionnalisme, pouvoir exprimer le point de vue de cette branche d'auto-assurance française. Alors, un dernier point, parce que je vois qu'on a des représentants de France Assureur dans la salle. L'idée est que la France soit un pays très en pointe sur ces sujets, et qu'on a une industrie de l'assurance qui est remarquable en France. Essayons d'avoir une branche d'auto-assurance la plus pertinente possible, la plus musclée possible, parce que c'est l'articulation des deux, l'auto-assurance sur certains sujets et l'assurance derrière, qui permettra de redonner, si vous voulez, de la compétitivité, de la souveraineté à notre pays. Enfin, force est de constater que beaucoup de centres de décision de l'industrie de l'assurance sont partis dans d'autres localisations que notre pays. Donc, si on relocalise un peu la branche d'auto-assurance à travers les captives dans notre pays, je pense qu'avec le soutien de France Assureur, on aura un poids plus fort par rapport aux monstres du marché qui sont et par rapport au marché des capitaux. Parce que l'idée est, in fine, tous ensemble, de faire ce qu'il faut faire pour protéger les entreprises et qu'on y alloue tous ensemble, entreprises, assureurs, réassureurs, le capital de la manière la plus intelligente possible. Et que la France soit attractive et compétitive par rapport à ces sujets. Voilà. Alors, on se rapproche déjà de la fin de la table ronde. Je suis désolée, j'aurais pas pris beaucoup de questions, mais je suis sûre que nos intervenants sont prêts à sacrifier leur pause café. Donc, je vous invite à vous tourner vers eux à l'issue de notre table ronde. Pour conclure, moi, j'ai une dernière question, et je voudrais que chacun de vous, à son tour, prenne la parole. Très concrètement, si on a autant d'auditeurs, c'est que beaucoup se posent la question de lancer leur structure. Est-ce que vous avez un conseil concret à leur donner pour commencer leurs travaux, avancer dans leurs travaux? Alors, je n'ai pas vraiment de flanc de table, mais Eric, si vous acceptez de commencer. Je reviendrai sur un peu ce qui a été dit. La captive participe à une bonne connaissance des risques, et c'est certainement le travail préparatoire est très instructif.
comprenne ou pas, in fine, la décision de créer sa captive, faire l'étude est certainement un point essentiel et incontournable pour un risque manager. Anne-Claire? Je partage, je suis d'accord, effectivement, c'est bien de faire ce travail-là et de bien s'entourer. Parce que de toute façon, il va falloir y consacrer du temps. Par contre, donc, il faut savoir qu'il faudra dégager de la ressource, même pour faire l'étude, en termes de temps, et de bien s'entourer pour rendre cette étude aussi compréhensible et pertinente pour votre groupe et votre risque. Emmanuel, peut-être, pour rester dans les dirigeants de captives. Oui, totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais, pour boucler la boucle de ce que disait Brigitte en introduction, ça marche, ouais. C'est, vu la sensibilité des sujets, même si on se fait accompagner, c'est garder la main. Parce que la décision finale et l'exposition de ses fonds propres, c'est une décision de l'entreprise. Donc voilà, avoir à l'idée que c'est effectivement les études, les modélisations, mais au bout du bout, c'est bien l'entreprise qui décide son niveau d'appétence et les risques qu'elle veut auto-assurer. Martin, le conseil du législateur, c'est... Du législateur, excusez-moi. Du ministère. En fait, dans le droit fil, on croit beaucoup, nous, à l'effet d'entraînement. Donc, c'est la preuve par l'exemple et donc de parler à ceux qui ont franchi le pas. Et puis aussi de parler aux superviseurs. Comme le disait Emmanuel, la CPR, elle est vraiment dans un mode d'accompagnement et d'écoute. Et je crois qu'il faut saisir cette opportunité. Brigitte, votre conseil? Moi, mon conseil est de faire ce qu'a fait Anne-Claire, c'est-à-dire de cet effet d'ores et déjà, si vous avez envie de créer une captive en France, et je suis totalement convaincue que le projet sur lequel le Trésor a notifié à Bruxelles verra le jour. On ne peut peut-être pas vous dire si c'est fin d'année 2022 ou... Je suis totalement convaincue qu'il verra le jour. Et donc, je pense que toutes les entreprises qui auront pris de la vitesse et qui auront déjà franchi les étapes amont seront gagnantes. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose d'extraordinaire à mettre en place pour redonner un peu de couleur à nos sujets de risque et assurance dans notre pays et avoir pesé sur le marché. Voilà ma conviction. Oui, Emmanuel. Juste un dernier mot pour partager, peut-être aussi, c'est intéressant. Il y a eu un captive forum pour ceux qui étaient au mois de novembre à Luxembourg. Et l'autorité de contrôle du Luxembourg vantait les mérites de la réforme française. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait, et c'était fait pour eux. Hein, et ça y est. Donc même le Luxembourg espère que les discussions avec la Commission débouchent. Puisque vraisemblablement, eux, je pense que ça serait de nature aussi à les conforter eux, dans le respect de leur compte, de leur PFS par rapport aux règles européennes. Merci beaucoup à tous les 5. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on a bien noté, rendez-vous l'année prochaine.